30º Seminario sobre la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Conferencia magistral. Dar una dimensión francófona internacional inclusiva a la enseñanza del francés. Señoras y señores, buenas tardes. Merci de m'accorder votre attention. Je voudrais commencer par vous prier de m'excuser de n'avoir pas pu vous rejoindre à Guadalajara, mais l'épidémie de Covid qui est en train de reprendre en Europe m'a empêché de voyager et je le regrette bien. Je voudrais remercier le Salon international du livre et la Maestría en Estudios Francófonos de l'Université de Guadalajara pour son invitation à prendre la parole ce soir devant vous. Je vais donc aborder ici la question de la dimension internationale de l'enseignement du français et du fait que cette dimension puisse permettre de lui donner une forme plus inclusive de l'ensemble de la francophonie. Pour cela, je vais commencer par vous présenter le plan que je vais suivre. Je vais donc dans un premier temps vous présenter une brève histoire schématique de la diffusion du français dans le monde. J'en viendrai ensuite à vous proposer d'identifier 5 grands types de francophonie. Après quoi, nous verrons ce que cette diffusion internationale du français a produit comme variation de la langue française dans le monde. On en prendra des exemples. Et après en avoir pris des exemples, j'essaierai de vous convaincre de l'intérêt, de l'importance d'envisager le français comme une langue internationale et de lui donner cette dimension dans l'enseignement de ce qu'on appelle habituellement le français langue étrangère. Hélas, nous ne pourrons pas avoir de discussion ce soir, mais j'espère bien à une autre occasion pouvoir venir dans votre belle ville et rencontrer les personnes qui voudraient discuter de tout cela avec moi. Alors, je vais commencer par vous proposer une petite histoire de la diffusion du français dans le monde et pour cela, je vous propose de distinguer 3 grandes périodes dans la diffusion du français dans le monde, 3 périodes qui se chevauchent en partie. La première commence au XVIe siècle, c'est le moment où le français devient une langue importante en termes de pouvoir, elle devient la langue du pouvoir royal français, qui devient un pouvoir lui-même important à l'échelle de l'Europe et aussi du monde, puisque c'est le moment où se produisent les premières découvertes du point de vue de la France et de l'Europe, évidemment, hein, et les premières diffusions, premiers grands voyages à travers le monde. C'est aussi le moment où le français se forme véritablement comme langue distincte à partir du latin et des diverses formes médiévales. Et jusqu'en gros au XIXe siècle, on va assister donc à une diffusion que je propose d'appeler élitaire du français dans le monde, puisqu'il s'agit d'une diffusion qui va concerner principalement les élites, surtout politiques, parfois aussi, disons, culturelles et intellectuelles, et le français va servir de langue de relations diplomatiques, il va être utilisé par des écrivains, pas seulement dans le royaume de France ou aux alentours de Paris, mais dans d'autres pays où d'autres écrivains choisissent de s'exprimer en français, mais ça reste une langue réservée, sauf dans son bassin d'origine, dont je vous parlerai plus tard, une langue réservée à des classes, on va dire, sociales supérieures, une forme d'aristocratie. Au XIXe siècle, suite à la Révolution française, va commencer une deuxième période qui chevauche un peu la première, où, suite à la mise en place d'un nouveau régime politique et d'une nouvelle conception de la nation en France, le français fait l'objet d'une diffusion que je propose d'appeler totalitaire, parce que c'est une diffusion qui est imposée, à la fois imposée aux populations réunies dans le nouvel État français, je vous montrerai tout à l'heure sa diversité de départ, mais aussi parce que c'est le moment où se met en place la principale période de colonisation
de plusieurs zones dans plusieurs continents par la France, notamment dans l'ensemble du continent africain, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, mais aussi, vous le savez, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique et quelques autres zones concernées par la mise en place de cet empire colonial sur lequel je vais revenir. À partir du XXe siècle, le français qui a été ainsi diffusé de façon relativement limitée jusque-là, mais de façon très transversale, fait l'objet d'une sorte d'appropriation par les populations concernées et il va devenir petit à petit une autre langue pour ces populations-là, de telle sorte que au moment du basculement du milieu du XXe siècle et des grandes périodes de décolonisation, dans beaucoup des nouveaux États du monde, anciennes colonies de l'État français, le français va rester et même va se déployer, se diffuser comme langue à la fois officielle, administrative, mais aussi comme langue d'éducation, comme langue de l'école, jusqu'à devenir, dans certains cas, une langue d'une partie importante de la population aujourd'hui au XXIe siècle. Et on voit donc progressivement, à travers ces trois étapes, une langue qui au départ vient d'une petite partie d'Europe, devenir l'une des langues les plus diffusées au monde, avec, vous le savez, l'anglais qui est un peu plus diffusé que le français, et le castillan, l'espagnol, que vous connaissez évidemment encore mieux, qui est la troisième langue la plus diffusée au monde après l'anglais et le français. Alors, cette première expansion mondiale dont je vous ai parlé, cette expansion à partir du XVIe siècle, commence par, vous le voyez, un certain nombre de voyages qui vont atteindre le continent américain et les Caraïbes. Il en reste, vous le savez, un certain nombre de zones francophones sur le continent américain, en Amérique du Nord, notamment au Canada, un peu aux États-Unis d'Amérique et dans la Caraïbe et dans le département français de Guyane en Amérique du Sud, frontalier avec le Brésil, et puis toute une grande zone de diffusion, d'abord le long des côtes de la Méditerranée et de l'Afrique occidentale, puis à travers l'océan Indien pour rejoindre l'Asie du Sud-Est où petit à petit va se mettre en place une colonisation là aussi, et l'océan Pacifique avec ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, Kanaki et la Polynésie française. Cette diffusion du français se confirme donc au XIXe siècle, comme je vous l'ai dit précédemment, et vous avez ici une carte qui est issue d'un manuel scolaire français de la première moitié du XXe siècle, sur lequel est représenté l'empire colonial français, dont on a pu dire, tout comme pour l'empire britannique, que d'une certaine façon, le soleil ne s'y couchait jamais, puisqu'il était tellement étendu à travers le monde qu'il y avait toujours une partie de cet empire colonial qui était à l'heure du jour. Et donc, vous voyez que ça s'étend depuis sur la gauche de cette carte, l'océan Pacifique, l'Océanie et la Polynésie, jusqu'à l'extrême droite avec là aussi l'océan Pacifique, l'Asie du Sud-Est, l'océan Indien et au milieu la grande zone d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et centrale, et la zone européenne qui constituait à cette époque-là l'empire colonial français sous diverses formes. Le 19e siècle, c'est aussi l'époque, ça on le sait trop peu, où le français se diffuse en France. Et il est important d'insister sur ce point parce que de l'extérieur de la France, un peu loin dans le monde, les gens ont souvent l'impression, en partie fausse, que le français est la langue de la France, ce qui justifierait de le présenter, de l'enseigner, de l'apprendre comme étant avant tout la langue de la France, et du coup de négliger le fait qu'il est aussi la langue, qu'il est devenu la langue d'autres pays du monde. Mais il est devenu la langue de la France à peu près en même temps qu'il s'est répandu dans le reste du monde, progressivement, hein, principalement à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Alors, sur la carte de gauche, en couleur, vous avez la représentation de ce que sont encore aujourd'hui, pour une
partie d'entre elles et de ce qu'étaient, il y a un siècle, les langues effectivement utilisées par la population en France, avec ici au milieu, pardonnez-moi, j'ai bougé ma souris, ça a fait partir la carte, ici au milieu, le français qui au départ est la langue de la région parisienne et de ses alentours, et puis tout autour en vert des langues de la même famille qu'on appelle les langues romanes septentrionales. Dans la moitié sud, ces langues qui sont en rouge, qui sont des langues romanes méridionales, qui sont plus proches du catalan, du corse ou de l'italien que du français. Entre les deux, en jaune, l'ensemble de ces langues que les linguistes appellent par commodité, avec un nom qui n'est pas très pratique, franco-provençal, parce que c'est des langues intermédiaires entre le français plus au nord et le provençal plus au sud. Et puis, tout au sud, le catalan et le corse, autre langue romane méridionale. Enfin, à l'ouest, le breton au nord-ouest, qui est une langue celtique, plus proche du gallois et de l'irlandais, bien sûr, que du français. Au sud-ouest, le basque, que vous connaissez puisque il est connu dans le monde hispanophone. Tout au nord, le flamand, qui est une langue germanique proche du néerlandais aujourd'hui, et à l'est, le francique mosellan et l'alsacien, qui sont des langues germaniques, disons, proches de l'allemand pour dire les choses de façon simple. Et jusqu'au début du XXe siècle, c'est surtout ces langues-là qui étaient parlées en France. Alors, le français était devenu progressivement, au fur et à mesure que ces différents pays ont été intégrés, bon gré, mal gré, dans le Royaume de France et ensuite dans l'État français à partir de la Révolution. Le français y a été répandu comme langue écrite, comme langue de l'administration, petit à petit aussi, parfois assez tardivement, comme langue culturelle, par exemple d'expression littéraire, mais pas ou très peu comme langue de communication orale quotidienne pour la vie intime, la vie familiale, mais aussi les activités professionnelles, la vie publique. Sur la carte de droite, je vous ai représenté en noir et blanc le résultat d'une enquête qui a été commandée en 1863 par le ministre de l'Instruction publique de l'époque, qui s'appelait Victor Duruy, qui a demandé aux préfets des départements, qui sont donc en gros les représentants de l'État, les plus hauts représentants de l'État dans chacun des découpages officiels de la France à cette époque-là, puisque les régions avaient été abolies. Et il a demandé aux préfets d'interroger les maires des communes pour savoir si, dans leur commune, on utilisait plutôt le français, plutôt une autre langue, voire pas du tout le français ou pas du tout une autre langue. Alors, sur cette carte qui a été rassemblée à partir des archives par un historien, vous voyez les départements dans lesquels l'enquête a été faite. Elle n'a pas été faite dans une grande partie de la moitié nord de la France, mais là où elle a été faite, ce qui est frappant, vous voyez qu'on est en 1863, ce qui est frappant, c'est qu'il y a toute une série de zones, de départements, dans lesquels le français est signalé comme presque totalement inexistant, puisque vous voyez que vous avez toute une série de départements, par exemple dans le sud-est de la France, dans la partie d'où je suis originaire, en Provence, des départements où on vous dit que toutes ou presque toutes les communes sont non francophones, ou dans le nord-ouest en Bretagne, qui est la région dans laquelle je vis et je travaille aujourd'hui, là aussi où on vous dit qu'entre 50% ou plus, parfois la quasi-totalité des communes, sont non francophones. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien à quel point finalement le français, concrètement, n'est pas plus, de ce point de vue-là, la langue de la France que la langue des autres pays francophones. Je veux dire, il n'est pas plus la langue de la vie quotidienne des populations qui vivent en France. Il ne l'est pas depuis plus longtemps qu'il ne l'est devenu, ou à très peu d'écart, dans un certain nombre d'autres pays du monde. Et donc, le français, finalement, est, dès son expansion, une langue internationale au sens où il se répand, il se diffuse autant à l'international
qu'à l'intérieur même de ce qui est devenu la France d'aujourd'hui, dont les frontières ont d'ailleurs continué à changer entre 1863 et aujourd'hui, puisque la dernière partie de la France actuelle qui a été rattachée à la France l'a été à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le long de la frontière italienne. À partir donc du milieu du XXe siècle, une grande partie de cet empire colonial français obtient par divers moyens son indépendance et on aboutit du coup à ce qu'on puisse faire le constat qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, il y a toute une partie du monde, toute une série de pays dans le monde où le français est, comme le dit cette carte qui est issue des organisations francophones internationales, comme le dit cette carte, où le français est une réalité quotidienne, c'est-à-dire où les gens utilisent du français à peu près tous les jours pour certains usages ou pour une grande partie des usages. Alors vous voyez que c'est fortement concentré sur une partie de l'Europe de l'Ouest, la France, la Suisse, la Belgique, un petit bout de l'Italie. Vous voyez que c'est fortement concentré sur une partie du Canada, et notamment le Québec, mais pas uniquement, et une grande partie du continent africain, avec les pays du Maghreb au nord de l'Afrique, et puis les pays d'Afrique occidentale et des pays d'Afrique centrale, plus une zone non négligeable dans l'océan Indien, autour de l'île de Madagascar, et une série d'autres petits points à travers le monde, dans la Caraïbe, la Guyane, nous en avons déjà parlé, l'Océanie et la Polynésie. Et donc aujourd'hui, si on regarde où est la langue française, où sont les gens qui s'en servent souvent, la première des choses qui nous frappe, c'est ça, c'est cette dimension internationale, quasiment mondiale, des usages du français. Alors, cette francophonie qu'on identifie, il va falloir essayer de la caractériser de façon un peu plus précise. La première des différences qu'il faut faire, c'est la différence entre la francophonie linguistique, c'est-à-dire la francophonie caractérisée par des usages de la langue française à l'oral ou à l'écrit. En général, on écrit francophonie avec un petit f minuscule dans ce cas-là, et puis la francophonie institutionnelle, qui est une alliance géopolitique d'États et de gouvernements qui ont en commun le partage de la langue française à des degrés extrêmement variables ou, disons, un intérêt d'alliance géostratégique. Alors, la carte que je vous présente ici est la carte de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est l'organisation structurante et représentative de cette francophonie institutionnelle, celle qu'on écrit avec un F capital, un F majuscule. Alors, vous y retrouvez 54 États et gouvernements qui en sont membres à part entière et qui sont, pour la plupart d'entre eux, effectivement caractérisés par des usages du français, qu'il s'agisse alors du Canada dans sa totalité, parce qu'au niveau fédéral, le français est langue co-officielle avec l'anglais dans la totalité de la fédération canadienne, et d'ailleurs il y a des francophones un peu partout au Canada, même s'ils sont concentrés dans certaines provinces, et vous le savez bien, notamment au Québec, en Ontario et dans ce qui est aujourd'hui les provinces qui recouvrent aujourd'hui l'Acadie. Vous y retrouvez évidemment les États européens dont j'ai déjà parlé, la Suisse, la Belgique, la France principalement. On entrera dans le détail tout à l'heure. Le Maghreb, sauf l'Algérie, qui est pourtant l'un des 3 États où il y a le plus grand nombre de francophones au monde aujourd'hui, hein, et qui n'apparaît pas parce que l'Algérie, pour des raisons géopolitiques, n'est pas membre de cette organisation internationale de la francophonie. Vous y retrouvez une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, l'océan Indien. Donc, il y a une sorte de superposition hein, entre les États membres, mais ils n'y sont pas tous, et les États effectivement francophones, mais ils n'y sont pas tous, donc la superposition n'est pas totale. Vous voyez aussi qu'il y a 27 États et gouvernements qui sont observateurs et donc qui ont un intérêt pour ce qui se passe dans le monde francophone, mais qui
n'en font pas pleinement partie, y compris en termes de participation au sommet des chefs d'État, aux décisions politiques collectives qui sont prises. Et ces États figurent en vert sur cette carte. Vous y voyez d'ailleurs le Mexique, qui est membre observateur. Vous y voyez l'Argentine, hein, parmi les États d'Amérique latine. Vous y voyez aussi toute une série de pays non francophones également, ou très peu francophones, comme une grande partie de l'Europe centrale et orientale. Vous y voyez le Mozambique, par exemple. Hein, voilà, je prends quelques États rapidement. Hein. Parmi les États membres, j'ai oublié de signaler tout à l'heure, mais il y a la Grèce, qui n'est pas particulièrement francophone par ailleurs. Alors évidemment, il y a des raisons de proximité avec des États francophones, il y a des raisons, c'est le cas du Mozambique par exemple, hein, qui regarde vers l'océan Indien et donc vers une zone fortement francophone. Il y a des États qui regardent vers la Caraïbe, qui elle aussi est constituée en partie d'États officiellement francophones, mais il y a aussi des États qui sont là parce qu'ils participent à une alliance internationale. Je vous signale en passant que l'OIF est la plus grande organisation intergouvernementale du monde après l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est une organisation internationale qui compte. Et vous y voyez aussi des États et des gouvernements qui sont associés, donc qui ne sont pas observateurs, qui ont un statut intermédiaire. Hein. Et là aussi, certains peuvent, disons, le faire parce qu'ils ont des relations étroites avec des États francophones. Hein. Vous pouvez prendre par exemple le Ghana en Afrique de l'Ouest, hein, qui est entouré d'États francophones. Mais il y en a un certain nombre d'autres qui, manifestement, sont plutôt intégrés dans la francophonie pour des raisons de proximité politique que linguistique. Et donc, vous voyez bien qu'il y a, alors bien sûr, dans ces États non francophones, effectivement, au moment de l'adhésion à des degrés divers, avec divers statuts à l'Organisation internationale de la francophonie, il y a toujours un engagement qui est pris pour, d'une certaine façon, favoriser la place du français, par exemple, dans le système éducatif, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Hein. Donc, vous voyez bien qu'il y a une sorte de décalage et qu'il est important de distinguer, évidemment pas totalement, puisqu'il y a aussi toute une partie de superposition, mais vous voyez qu'il est important de distinguer la francophonie internationale institutionnelle, politique d'une part, et la francophonie internationale linguistique du côté des pratiques d'autre part. Alors, je vous montre ici la liste des membres de plein droit, des membres associés et des membres observateurs que je viens de vous citer. Il me semble que c'est intéressant de la regarder. Alors, j'attire votre attention sur le fait que parmi les membres de plein droit, il peut y avoir des provinces, ce qu'on appelle des gouvernements, hein, puisque dans certains États, un régime fédéral ou à statut particulier, les composantes de cet État ont le droit de participer à des alliances internationales, alors que dans d'autres États, elles n'ont pas le droit de le faire et c'est seulement l'État principal qui peut adhérer. Voilà, donc vous y voyez, vous le constatez, des États manifestement, des sociétés manifestement francophones ou partiellement francophones et d'autres qui le sont manifestement très peu aussi, et ça confirme ce que je viens de vous dire. Alors, je vous propose donc du coup de distinguer 5 grands types de francophonie après avoir clarifié la superposition partielle, mais aussi le décalage partiel au point précédent entre francophonie institutionnelle et francophonie linguistique. Alors, on a l'habitude de distinguer les 5 autres francophonies que je vais vous présenter rapidement. Premièrement, celle qu'on appelle la francophonie du Nord, parce que les sociétés qui correspondent aux critères sont toutes situées dans l'hémisphère nord. Hein. Alors, la francophonie du Nord, en général, est caractérisée par le fait que dans ces sociétés, le français est langue officielle ou co-officielle, le français est langue principale d'éducation, le français est la langue première ou l'une des langues premières d'une très grande partie de la population et donc langue d'usage
quotidiens très intenses et correspondent à ces critères. Eh bien, la France, notamment la France européenne, une partie de la Belgique, une partie de la Suisse, des petits États indépendants comme par exemple la Principauté de Monaco, qui est en Europe aussi, ou, ben, vous le savez bien, par exemple, justement, le Québec, une partie de l'Ontario, une partie du Nouveau-Brunswick qui recouvre une grande partie de l'Acadie, par exemple. On a coutume de distinguer, pour la séparer de la francophonie du Nord, une francophonie du Sud. Alors, du Sud pour la même raison, hein, c'est un raccourci un peu simpliste mais commode, parce que la plupart des États qui la constituent sont situés dans l'hémisphère sud ou en tout cas au sud de la francophonie du Nord. Hein, donc, c'est pour ça que cette appellation courante est un peu imprécise. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette francophonie du Sud? La francophonie du Sud, c'est une francophonie où le français est souvent langue officielle ou co-officielle. Il est souvent langue d'éducation unique ou avec d'autres langues, comme par exemple l'arabe dans les pays du Maghreb. Hein. Dans la francophonie du Sud, le français, la plupart du temps, n'est pas la langue première de la grande majorité de la population. Il est une langue qu'on acquiert par la scolarisation et par l'éducation. Et le français n'est pas la seule langue et parfois est très peu une langue d'usage quotidien dans le monde du travail, dans la vie publique, dans la vie de proximité, dans la vie familiale. Et donc, il y a un décalage, vous voyez, une différence avec la francophonie du Nord, où le français, dans la francophonie du Sud, le français est plus souvent langue seconde ou deuxième langue, voire troisième ou quatrième langue de la population. Elle est composée, cette francophonie du Sud, ben vous l'imaginez bien, du coup, hein, en grande partie par les États du Maghreb, les États d'Afrique occidentale et centrale, des États de l'océan Indien, par exemple. Entre les deux, entre le nord et le sud, on peut identifier une francophonie un peu particulière, qui est la francophonie créolophone, c'est-à-dire ces sociétés qui sont à la fois de langue française et de langue créole, d'un créole qui lui-même est à base française, c'est-à-dire une langue qui est issue d'une transformation du français, tout comme le français, ou l'espagnol, ou le portugais, ou le corse, ou le provençal, ou le sarde sont des langues qui sont issues d'une transformation du latin. Hein. Simplement, ça s'est produit plus récemment pour l'apparition des créoles, puisqu'ils apparaissent progressivement au cours des derniers siècles, là, au cours des 17, 18, 19e siècles, créole réunionnais, créole mauricien, créole caraïbe, créole haïtien, créole guadeloupéen, créole martiniquais, etc. Hein, bon, c'est de ces créoles-là dont je vous parle. Alors, ces sociétés ont cette particularité que la langue principale de la population, même quand ce sont toujours des territoires français aujourd'hui, c'est le créole du territoire en question, un créole qui partage suffisamment de points communs avec le français dont il est issu pour qu'il y ait une sorte de continuité entre le français et le créole, avec des usages linguistiques qui sont souvent intermédiaires entre les deux, hein, qui ont été beaucoup étudiés en sociolinguistique, qui, en gros, vont d'un français créolisé à un créole francisé, si vous voulez, avec parfois un français très peu créole ou un créole très créole et très peu français, tout étant relatif puisque ces langues sont fortement apparentées. Et ça vaut le coup de les mettre à part parce que du coup, il est plus difficile d'identifier des langues distinctes dans ces situations-là, puisqu'il y a une forte continuité et une forte fusion, si vous voulez, entre le français considéré d'une certaine façon et le créole de chacun de ces territoires considéré d'une autre façon. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur deux autres francophonies qu'on a tendance à ignorer souvent et je pense qu'on a tort parce qu'elles contribuent fortement à la dimension internationale et aux pratiques effectives de la langue française.
qui est d'une part la francophonie ponctuelle et d'autre part la francophonie didactique. Alors, j'appelle francophonie ponctuelle les sociétés dans lesquelles il y a un groupe important de populations francophones, souvent pas seulement francophones, hein, qui parlent souvent au moins autant une ou plusieurs autres langues, qui ne sont pas identifiés parce que l'ensemble de la société n'est pas concerné par la langue française, mais qui constituent quand même parfois des centaines, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, un groupe important, au point que le français est facile à y rencontrer, à y entendre et à utiliser. Alors, je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez peut-être. Hein. Il y a une francophonie ponctuelle au Portugal. Hein. La population portugaise, vous le savez, a été marquée par une forte émigration, notamment au cours du XXe siècle, après la mise en place d'une dictature au Portugal. Beaucoup de Portugais sont allés vivre ailleurs en Europe, alors pas dans le pays le plus proche, l'Espagne, parce qu'il y avait aussi une dictature du même genre, et les Espagnols eux-mêmes, pour partie, quittaient leur pays, mais du coup, dans un pays très proche, la France, et puis, par exemple, au Luxembourg, par exemple, en Belgique, qui sont des endroits où le français est aussi une langue très utilisée, une des langues officielles, une des langues de travail, francophonie du Nord donc, et pendant 2, 3 générations, des gens venus du Portugal se sont installés là, ont appris le français, ont travaillé en français, ont vécu en français, ont eu des enfants devenus français. Quand la dictature est tombée au Portugal, une partie de cette population est retournée vivre au Portugal et une autre partie est restée vivre dans les pays où elle avait fait sa vie, mais elle a pu renouer des liens importants avec le reste de la famille, avec le lieu d'origine et faire des allers-retours, par exemple pour les vacances. Tout ça fait que dans la population portugaise d'aujourd'hui, il y a une part importante de population francophone qui fait qu'il est très facile de trouver quelqu'un à qui parler français quand on se promène au Portugal. J'en ai fait l'expérience moi-même. Alors, quand je suis au Portugal, j'ai plutôt la tendance à utiliser le provençal, qui est ma langue familiale, parce que le provençal, langue romane du Sud, est assez facilement compréhensible pour les gens qui parlent portugais. C'est aussi une langue que j'utilise quand je vais au Brésil, y compris pour y faire des conférences comme aujourd'hui, et ça marche très bien. Mais j'ai aussi eu à utiliser le français au Portugal, et j'ai été très, très surpris de voir que des gens m'identifiant comme francophone me répondaient très facilement en français. Une autre francophonie ponctuelle est en Israël, par exemple, où se sont installés une partie notable des Juifs d'Afrique du Nord. Or, les Juifs d'Afrique du Nord étaient devenus francophones pendant la colonisation française à partir du XIXe siècle. Une partie de Juifs d'ailleurs aussi venus d'Europe francophone. Et donc, il y a des groupes importants de francophones dans l'État d'Israël aujourd'hui. Et je pourrais prendre d'autres exemples comme ça de francophonie ponctuelle peu ou mal identifiée dans certains endroits du monde. Enfin, et c'est peut-être celle qui vous concerne le plus directement, cette francophonie didactique, c'est-à-dire constituée par l'ensemble des personnes partout sur Terre qui apprennent, qui ont appris le français par un enseignement, par des cours. Il se trouve que le français est l'une des langues les plus enseignées au monde, avec l'anglais bien sûr. C'est même le réseau d'enseignement du français qui est le plus important du monde. Il est plus développé que le réseau d'enseignement de l'anglais. C'est le premier réseau de diffusion didactique d'une langue au monde. Vous le connaissez bien avec les instituts français, ex-centres culturels, avec les alliances françaises, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, avec les systèmes éducatifs des différents pays du monde dans lesquels on enseigne souvent le français. Parfois, c'est la première langue enseignée, parfois, c'est la deuxième, notamment dans les pays anglophones. Il ne faut pas oublier que dans les pays anglophones, les élèves qui cherchent une langue internationale, ce n'est pas toujours le cas, et c'est très bien, mais quand ils cherchent une langue internationale, du coup, ils se retournent soit vers le français, soit vers l'espagnol, évidemment, hein, et du coup, il y a un fort enseignement du français, par exemple, dans les îles britanniques,
par exemple aux États-Unis, moins que l'espagnol, mais quand même. Et donc, il y a une francophonie didactique. Alors, vous la connaissez bien parce que cette francophonie didactique est très importante en Amérique latine en général, dont vous faites partie, en Amérique du Sud en particulier, avec laquelle vous entretenez des relations étroites, puisqu'il y a une grande tradition qui est toujours vivante d'attrait pour le français, pour la culture, la littérature, mais aussi pour les sciences humaines et sociales francophones venues de France pour beaucoup, ou de Belgique, ou de Suisse, dans ces parties du monde, avec un recours, par exemple, dans les universités d'Amérique latine, très important à des sources francophones, alors parfois traduites en espagnol ou en portugais, mais pas toujours. Moi qui interviens régulièrement dans des universités brésiliennes, argentines, récemment à Montevideo en Uruguay, je constate la place qu'occupe le français dans la formation des étudiants. Bref, tout ça pour vous dire que sous diverses formes, dans diverses catégories, on trouve une diffusion internationale très importante de la langue française en ce 21e siècle. On peut la constater sur des cartes qui peut-être vous parleront visuellement plus efficacement que mon discours. Ici, vous avez une carte qui représente les pays dans lesquels le français a un statut d'officialité, de co-officialité ou de quasi-officialité, notamment au Maghreb, où il n'est pas langue officielle, ni en Tunisie, ni en Algérie, ni au Maroc, par exemple, mais où il est utilisé comme s'il était une seconde langue officielle. Ça, c'est les pays qui sont en vert. Et en bleu, là où il a un statut d'officialité, vous voyez que ça couvre quand même cette partie non négligeable du monde que je vous ai signalé, y compris parce que dans ces pays, il occupe une place importante dans les systèmes éducatifs. C'est le cas d'ailleurs justement dans les pays en vert. Alors, ici, vous avez la répartition des usagers quotidiens du français en 2018, c'est relativement récent, chiffre de l'Organisation internationale de la francophonie, et je voudrais attirer votre attention sur le fait, vous le voyez, que les francophones européens représentent un tiers, c'est beaucoup, mais un tiers seulement des francophones du monde, et que 44%, c'est-à-dire presque la moitié des francophones du monde, sont des francophones d'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien, notamment avec Madagascar. Si vous y ajoutez l'Afrique du Nord, le Maghreb, vous voyez que plus de la moitié des francophones du monde aujourd'hui sont ailleurs qu'en France et qu'en Europe, ils sont dans ces fameux pays du Sud, où le français, dans certaines zones, est en train de devenir langue première de partie de la population. C'est le cas notamment en Afrique centrale, où le français est très, très largement répandu et utilisé par les populations, au point que, tout comme dans certains milieux sociaux au Maghreb, on élève les enfants en français, ce qui ne les empêche pas, fort heureusement, de rester plurilingues et de parler aussi d'autres langues de leur pays et de leur société. Toutes les projections aujourd'hui nous disent que d'ici peu de temps, d'ici le milieu du XXIe siècle, il y aura davantage de francophones ailleurs dans le monde qu'en France. Alors, cette fameuse francophonie didactique dont je vous parlais tout à l'heure avec insistance, ici en violet, les pays où le français est à la fois langue première et langue d'enseignement, la France, le Québec, vous voyez bien, dans une espèce de rose un peu vif, je ne sais pas comment vous appelez cette couleur, les pays d'Afrique occidentale et centrale où le français est langue seconde d'une partie de la population, mais principale langue d'enseignement. De plus en plus, on y enseigne aussi dans d'autres langues. Et c'est une bonne chose, notamment pour les apprentissages fondamentaux des enfants qui arrivent à l'école en n'étant pas francophones. En orange, là où le français est une langue quasi officielle sans l'être vraiment, mais aussi une langue d'enseignement en partage, en l'occurrence avec une autre langue d'enseignement qui est l'arabe. Et enfin, en jaune, des pays dans lesquels le français fait partie des langues les plus enseignées dans les systèmes éducatifs. Et vous y voyez notamment, par exemple, le Canada hors Québec et le Brésil, où pendant longtemps, jusque dans les années 70, ça a été le cas en Syrie, par exemple, le français a été obligatoire pour les élèves dans le système éducatif secondaire.
Cette francophonie didactique, elle se répartit comme suit, hein. Vous voyez où sont les gens qui apprennent le français langue étrangère aujourd'hui, c'est-à-dire le français n'étant pas une langue de leur pays, hein. Et vous voyez que 45%, c'est-à-dire presque la moitié, sont dans le monde arabophone, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. N'oubliez pas les fortes communautés francophones historiques de tout le Moyen-Orient, hein, en Égypte, au Liban, en Syrie, en Palestine, c'est bien connu. Et vous voyez que l'Amérique et la Caraïbe ne représentent pour l'instant que 8%, puisque, vous le savez, c'est l'anglais avant tout, puis éventuellement, selon les zones, l'espagnol, qui occupe des places importantes aux côtés du français, avant le français, bien sûr. 23%, un quart des gens qui apprennent le français langue étrangère sont aujourd'hui en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien, mais n'oubliez pas que comme il s'agit de français langue étrangère, on veut dire dans des pays où le français n'est pas langue officielle ni langue principale d'éducation. Cette diffusion mondiale du français a abouti, j'en viens à un autre point maintenant, à multiplier la variation de la langue française, puisque je parlais de langue altéritaire, c'est-à-dire de langue marquée par des altérités, par des différences, d'une langue que diverses populations se sont appropriées, qui est devenue leur langue aussi, hein. Ça fait longtemps que Pierre Dumont a publié un ouvrage qui s'intitulait Le français langue africaine, par exemple, hein, et que un écrivain algérien comme Kateb Yassine a dit que le français était devenu une langue algérienne puisqu'il était un butin de guerre que les Algériens avaient gardé en obtenant leur indépendance. Donc c'est pas nouveau l'idée qu'il y a une appropriation de la langue française par des populations, partout d'ailleurs, y compris en France, y compris dans ma région d'origine, hein, où le français s'est répandu à partir de la génération de mes grands-parents qui ont appris le français à l'école, hein, qui ne le parlaient pas en famille. On s'est approprié le français, c'est-à-dire que le français a été adapté à nos besoins. Alors ça explique que les grands axes de variation du français dans le monde aient démultiplié la variation du français. Alors d'abord, le français, comme toute langue, varie dans le temps. On ne parle pas le même français aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 100 ans selon les générations. Les jeunes ne parlent pas comme les générations plus anciennes. Et vous savez bien que le français n'est pas le même à quelques décennies ou à quelques siècles d'écart. C'est vrai pour toutes les langues, aussi pour les langues autochtones mexicaines ou pour le castillan. Le français varie donc géographiquement. On ne parle pas le même français dans différents endroits du monde parce que, d'une part, ce n'est pas les mêmes populations, parce qu'il est au contact de langues différentes, parce que aussi il faut pouvoir l'adapter pour parler de son mode de vie, parler de son environnement, y compris naturel, climatique, végétal, animal, hein. Le français, qui est une langue du bassin parisien, donc d'Europe du Nord, au départ n'est pas approprié pour parler du monde méditerranéen, ce qui fait que quand on le parle dans ma région d'origine, on y a ajouté plein de mots, par exemple empruntés à notre langue, le provençal, pour désigner des choses de notre environnement. C'est ce qu'ont fait les Maghrébins avec l'arabe ou l'amazigh, c'est ce qu'ont fait les gens qui parlent bambara en Afrique de l'Ouest, ou etc. etc. Hein, voilà. Vous imaginez bien que partout le même phénomène s'est produit. Et pensez aux Inuits de l'Inuktitut au nord du Canada, qui parlent d'un environnement polaire qui, évidemment, lui aussi demande des créations et des emprunts à d'autres langues pour pouvoir adapter le français. Il y a aussi, comme pour toute langue du monde, une variation sociale. On ne parle pas le français de la même façon selon le milieu social dans lequel on se trouve. Les classes supérieures ne parlent pas le français comme les classes populaires. On ne parle pas le même français selon qu'on est d'un milieu à fort capital culturel, symbolique, par exemple dans les métiers de l'art ou de l'enseignement ou des médias, ou qu'on est dans un milieu social à fort capital économique ou à capital professionnel différent, dans des milieux professionnels différents, hein, bien sûr, vous savez ça, c'est vrai pour toute langue. Et bien sûr, on ne parle pas français de la même
façon selon la situation de communication dans laquelle on se trouve, selon ses interlocuteurs, selon le lieu, selon le sujet. Il y a des grilles d'analyse qui ont été élaborées par des sociolinguistes pour rendre compte de ces variations situationnelles, communicationnelles du français. Tout le monde connaît ça parce que nous le vivons tous et toutes au quotidien dans nos usages de toutes nos langues, puisque toutes les langues sont marquées par au moins ces 4 grands axes de variation. Simplement, plus une langue est diffusée, plus elle est utilisée, comme toute grande langue internationale, le français, l'anglais, l'espagnol, plus cette variation se démultiplie, vous imaginez bien, hein, puisque on rencontre des situations plus nombreuses dans des milieux sociaux plus variés, dans des pays plus variés et à travers le temps de façon plus durable. Alors, ça aboutit à de la variation du français dont je vous montre ici quelques exemples, y compris parce que c'est toujours à la fois attractif et sympathique, hein. Alors, ça peut porter sur des mots de la vie quotidienne, hein. Ici, vous avez pour le mot serpillière, qui est le mot par lequel on désigne en français, disons, le plus commun et dans sa norme standard, ce bout de tissu qui sert à nettoyer le sol, hein. Et vous avez ici, en France, en Suisse francophone, en Belgique francophone, au Québec, par exemple, hein, les différents mots qui sont fréquemment et parfois de façon majoritaire utilisés par la population en français, pas dans leur langue, mais en français, pour désigner cet objet. Vous voyez que dans ma région d'origine, la Provence, et moi-même d'ailleurs, on utilise le mot pièce, on dit une pièce à frotter, plutôt qu'une serpillière, parce que c'est une adaptation, une traduction du provençal, par exemple. Et donc, ces variations peuvent toucher des mots de la vie quotidienne, mais elles peuvent évidemment toucher toutes sortes d'autres éléments linguistiques, d'autres parties du vocabulaire. Évidemment, ça touche aussi la prononciation, les tournures des phrases, la grammaire, hein, bien sûr, à tel point d'ailleurs que, j'y reviendrai tout à l'heure, avec quelques collègues, nous en avons fait un jeu dont je vous montrerai la boîte et le titre tout à l'heure, hein, qui a été publié par les éditions Assimil il y a maintenant 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Un jeu de questions sur les francophonies dans le monde. Et là, je vous montre quelques-unes des cartes qu'on tire où il faut trouver la réponse qui porte sur les mots et sur les expressions. Il y a d'autres familles de cartes, hein, ça parle pas seulement de vocabulaire. C'est pour vous montrer que voilà, on peut poser des questions sur les mots et sur les expressions, aussi bien sur des zones qui aujourd'hui sont en France continentale. Vous voyez une question sur la Provence, une question dont la réponse est la Bretagne. Vous voyez des questions qui portent sur la Suisse, le Québec, mais aussi sur la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, etc. Et donc, vous voyez toute cette grande variation, cette dimension internationale des usages du français. Du coup, une fois qu'on a constaté ce dont je viens d'essayer de vous convaincre, cette dimension internationale du français, cette variation de différentes façons de vivre en français qui sont tout à fait légitimes de la part des populations, parce qu'on ne peut pas vivre en français standard de Paris quand on vit dans d'autres endroits très différents du monde, bien sûr, hein. Une fois que j'espère vous avoir convaincu que le français n'est pas seulement la langue de la France, ni même encore moins seulement la langue de Paris, quoique beaucoup de manuels de FLE aient tendance à réduire le français à la région parisienne, mais j'espère vous en avoir convaincu. La question qui va se poser, c'est comment on peut intégrer, pourquoi on va intégrer cette dimension internationale dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors, bon, premier argument, celui que je viens de développer, parce que le français est effectivement une langue internationale et que l'enseigner comme la langue de la France ou de Paris, alors qu'il est aussi la langue de gens très variés partout sur Terre, c'est réduire, appauvrir considérablement le français, mais aussi l'intérêt qu'il y a à l'apprendre et les potentialités d'usage pour les gens qui l'auront appris dans cette fameuse francophonie didactique. C'est important aussi parce qu'il faut préparer les gens qui apprennent le français à rencontrer cette diversité de la langue française. Sinon, il est probable, et d'ailleurs ça a été déjà observé, qu'on leur enseigne qu'un français standard qui est en fin de compte le français des classes supérieures parisiennes, même pas des classes populaires parisiennes,
Français qui est donc parlé par une toute petite partie, toute petite proportion des francophones du monde. Et du coup, le problème que ça va poser, eh bien, c'est que quand vos apprenants vont, ceux qui ont appris le français, par exemple au Mexique, vont aller entendre parler, rencontrer des francophones du monde, ils ne vont pas comprendre ce que les francophones vont leur dire, parce qu'ils vont rencontrer et ils vont être déroutés. Ils vont rencontrer des façons de parler le français qu'ils ignoraient, auxquels ils n'étaient pas préparés, qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer, et au point même peut-être de se demander si c'est vraiment du français ce qu'on leur parle ou si c'est vraiment du français ce qu'on leur a enseigné. J'imagine que vous connaissez ça parce que c'est la même chose pour l'espagnol. Quelqu'un qui n'apprendrait à parler que l'espagnol des classes supérieures madrilènes et qui rencontrerait des gens qui parlent un espagnol populaire mexicain, cubain, argentin, etc. Et même chose pour l'anglais, si vous n'apprenez à parler que le BBC Queen's English et que vous rencontrez des ouvriers irlandais, des agriculteurs du sud des États-Unis ou, comme je l'ai fait puisque j'y ai travaillé, des commerçants en Afrique anglophone. Ces phénomènes sont bien connus. Donc, il faut préparer les gens à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre à parler toutes ces variétés, mais qu'il faut s'attendre à les rencontrer, y avoir été familiarisé pour pouvoir faire avec. Du coup, ça permet d'adapter l'enseignement du français aux besoins des gens et à leur future trajectoire, parce qu'il est possible que des gens viennent apprendre le français, non pas pour aller discuter avec des intellectuels parisiens, mais pour aller utiliser le français, vivre et travailler, et que sais-je, au Liban, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Québec. Et donc, il faut que ces gens-là puissent aussi voir leurs besoins entendus dans leurs apprentissages du français. J'ai plein d'exemples de gens qui venaient apprendre le français, par exemple, pour travailler dans les métiers du tourisme et à qui on enseignait un français parisien alors qu'ils allaient travailler pour accueillir des touristes québécois dans la Caraïbe ou en Floride. Et vous imaginez bien que ce n'est pas le même français dont ils avaient besoin. Et puis plus tard dans leur vie, les trajectoires de ces gens peuvent les amener à rencontrer d'autres francophones et autant les y préparer. L'intérêt aussi d'inclure cette dimension internationale, de rendre légitime, d'accepter la diversité des usages du français, c'est que ça donne à l'enseignement et l'apprentissage du français, comme des autres langues, une potentialité d'éducation interculturelle, c'est-à-dire d'éducation à l'altérité, à la différence, à l'acceptation de la diversité qui caractérise les sociétés humaines et les êtres humains, et donc d'éduquer à ne pas être glottophobe, c'est-à-dire à ne pas discriminer les gens, à ne pas les mépriser, à ne pas les exclure, en utilisant comme prétexte de cette discrimination glottophobe la façon dont les gens parlent français ou le fait, évidemment, que des gens parlent d'autres langues que le français. Il est normal que dans beaucoup la quasi-totalité d'ailleurs, des parties francophones du monde, y compris en France, vous rencontriez des gens qui parlent d'autres langues, soit historiques, soit apportées par des mouvements de population. Ça donne aussi un intérêt professionnel et pédagogique, puisque ça laisse sa place à tout le monde. Si vos apprenants qui vont parler le français à leur façon, en contact avec leurs autres langues, par exemple, pour vous, probablement, le castillan est peut-être, pour une partie d'entre eux, une langue qu'on appelle amérindienne, autochtone ou indigène. Si vos apprenants font ça, finalement, ils ne font que la même chose que la plupart des francophones du monde qui vivent le français en contact avec d'autres langues et donc qui l'ont adapté, transformé, modifié, qui l'ont coloré avec la prononciation de leurs autres langues, avec des mots empruntés, des tournures empruntées à leurs autres langues. Et du coup, ça devient légitime. Dans une dimension internationale du français, chacun peut l'apprendre et le parler à sa façon, et c'est normal de l'apprendre et de le parler à sa façon. Ça rend le français plus directement et plus facilement apprenable, si vous voulez. Ça veut dire aussi que quand vous êtes enseignant de français, mais que vous n'avez pas le français comme langue première, que vous êtes originaire d'un autre pays que la France, vous êtes aussi, du coup, tout à fait légitime pour l'enseigner. On ne peut plus vous discriminer en vous disant
on veut des enseignants de français qui aient le français comme langue première. Les gens disent souvent maternelle, mais c'est un terme que scientifiquement nous critiquons beaucoup. On veut embaucher des enseignants de français qui aient le français comme langue maternelle et qui soient des francophones natifs, si possible, avec un accent de France. C'est une forme de discrimination à l'embauche, de discrimination professionnelle, qui n'a pas de sens dès lors qu'on se dit que le français est une langue internationale et que donc tout francophone du monde est légitime pour enseigner le français en intégrant les variations, y compris ses propres façons de parler le français. Et donc, un enseignant mexicain dont la langue première est, par exemple, l'espagnol ou le nahuatl, a toute légitimité, s'il l'a appris et qu'il a un niveau de connaissance et de pratique de la langue suffisant, il a toute, ou elle a toute légitimité pour l'enseigner. Il y a un autre aspect pédagogique sur lequel je ne veux pas m'étendre parce que le temps passe vite, mais ça permet de rendre le français plus facilement apprenable en enseignant les formes linguistiques, des formes linguistiques plus nombreuses, donc plus diversifiées, parmi lesquelles on va piocher celles qui ressemblent le plus et qui sont le plus faciles à pratiquer pour les gens à qui on enseigne. Il est plus facile d'enseigner les voyelles qu'on utilise en français méridional ou en français du Maghreb pour des gens qui ont l'espagnol comme langue première que de leur enseigner les voyelles du français parisien ou du français québécois. Mais je passe rapidement là-dessus. Alors, comment faire? C'est pas très compliqué parce qu'il existe de très nombreuses ressources. Ici, je vous montre une page du portail de ressources qui s'appelle aujourd'hui France Éducation Internationale, qui s'appelait précédemment, vous le connaissez peut-être encore sous ce nom, le CIEP, hein, qui a tout un portail vers, vous le voyez, quelque chose qui s'appelle enseigner la francophonie et les francophonies. Le pluriel me paraît tout à fait bienvenu. Et là, vous allez y trouver toutes sortes de conseils et de ressources. De la même façon, vous voyez, il y a des revues professionnelles comme Le Français dans le Monde, que beaucoup d'enseignants de français connaissent, hein, qui ont concentré des numéros sur cet enseignement de la et des francophonies. Ici, vous en avez un exemple récent, 2018. Vous avez des manuels, de plus en plus souvent des manuels de français qui intègrent la dimension francophone internationale. Alors celui-ci, que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité, vous voyez, vous parle du français à Ottawa, en Ontario, qui d'ailleurs n'est pas un État comme le Québec, officiellement francophone, hein, mais où il y a une forte communauté francophone, ça touche le Québec, hein, avec, par exemple, vous le voyez, hein, un panneau bilingue avec arrêt en français et stop en anglais, puisque chez les francophones canadiens, stop est considéré comme un mot anglais et non pas comme un mot français. Et à droite aussi, un mot, vous avez arrêt en français et un mot dans une langue autochtone, indigène, de populations qui sont aujourd'hui dans le Canada pour bien montrer que le français est aussi au contact d'autres langues et de langues minoritaires qui ont toute légitimité, qui méritent leur place dans une vision plurielle de l'espace francophone. Le jeu de société dont je vous parlais tout à l'heure, jeu éducatif que j'ai piloté et que j'ai élaboré avec deux autres de mes collègues à l'université Rennes 2 qui sont Stéphanie Clerconant et Gudrune Ledeguen, hein, qui est donc un jeu à la fois éducatif et j'espère amusant, qui permet de découvrir les francophonies. Vous voyez que le sous-titre est le grand jeu de toutes les langues françaises et le fait d'en parler au pluriel et volontaire est très significatif, hein, qui est aussi une ressource pédagogique. C'est un jeu éducatif, il a été conçu pour ça, et donc je me permets de vous le signaler en passant. Et je ne peux désormais, le temps étant terminé, que vous encourager dans cette dimension-là, regretter de ne pas pouvoir en parler tout de suite avec vous, mais j'espère une autre fois, et comme vous le voyez, vous remercier dans des langues dites régionales de France, dont la mienne, muchas gracias dans la vôtre, et bien sûr, merci beaucoup en français. Au revoir et bonne continuation.